Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde, première du nom. Bonjour à Lara qui m'assistera durant ces émissions. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Nous remercions à la technique Stéphane, je ne suis pas trompé cette fois-ci, Non. pour cette réalisation au standard. Personne au standard. Alors il y a une raison à cela, je crois, oui, c'est qu'à partir de 11h, il y a la messe. Il y a une messe qu'on appelait à une époque messe des défunts, qui je crois a été rebaptisée messe fête anniversaire de Radio Courtoisie, oui. Suivi je crois d'un apéritif. Oui, d'un pot d'amitié, oui. Alors vous attendez la fin de cette émission pour vous rendre à la messe, je crois, sur l'église Sainte-Eugène, Sainte-Cécile, c'est ça ? Exactement. Et voilà. Donc, pas de Patrice. En même temps, je m'en doutais un peu, parce que Patrice, si c'est plus Babette de Rosière, ça va être difficile de le faire non, venir. Je pense pas. Il est très fidèle à nous. Il n'y a pas de souci, je pense. Donc on est... Mais encore, il y a une autre première aussi, c'est que les questions des auditeurs vont être traitées dans l'émission suivante. Donc finalement, c'est pas grave. N'hésitez pas d'en envoyer énormément, parce que ce sera une rubrique à part entière la semaine prochaine. Voilà, ça sera une des rubriques de la revue de presse dont je vais vous parler dans un instant. D'abord, la géopolitique, puisque c'est le livre journal de géopolitique profonde. Ça a le vent en poupe depuis quelques années, c'est certain. Elle est sortie d'une longue hibernation dans laquelle l'avait plongé la guerre froide, les affrontements idéologiques Est-Ouest ou encore Nord-Sud, qui tendaient à figer les positions dans l'attente d'un éventuel Armageddon nucléaire. Avec l'histoire qui revient au galop, c'est une évidence de le dire depuis l'effondrement du mur de Berlin et de l'Union soviétique, la géopolitique reprend ses lettres de noblesse. On cherche tout à la fois à décoder les stratégies d'un monde à prétention unipolaire sous le joug états-unien que l'émergence d'un monde multipolaire souhaité par la résurgence des empires concurrents. On ressort Mackinder, qui était fondateur de la matière, pour expliquer la concurrence entre les puissances maritimes et les puissances terrestres. On reparle de Heartland ou encore, avec Nicolas Spykman, de Rimland. La vision anglo-saxonne domine le sujet et cette dernière, avec sa version vision insulaire, a une tendance à s'intéresser tout particulièrement à l'Europe orientale, à l'Eurasie, cœur du Heartland. Ainsi, Brzezinski, conseiller des présidents américains, mais on le rappelle souvent d'origine polonaise. Alors on revient à Mackinder. Qui tient l'Europe orientale tient le Heartland. Qui tient le Heartland domine l'île mondiale. Qui domine l'île mondiale domine le monde. La géopolitique, c'est souvent l'Occident qui se regarde le nombril, revisitant ainsi le mythe grec de l'Omphalos. Fukuyama imagine la fin de l'histoire comme le triomphe ultime des démocraties libérales d'essence anglo-saxonne. Huntington voit le choc des civilisations comme l'extension mondialiste de l'Occident venant à frotter un peu des civilisations qui n'étaient qu'à demi endormies. Alors assistons-nous au réveil des civilisations. Poutine, avec son concept d'Eurasie, pense avoir trouvé le pivot qui lui permettra de s'opposer à l'Occident jugé décadent. Ou bien assistons-nous à une guerre des mondes entre puissances démocratiques et libérales, l'Occident, pour faire simple, et puis donc les titans, face à cet impérialisme renaissant, Chine, Russie, Iran, Turquie, dont les visées seraient dictatoriales et auraient des pulsions génocidaires. En tout cas, c'est ce que nous dit la propagande occidentale. La géopolitique s'attache à décrire la marche du monde moderne et pourtant elle emprunte à une vision somme toute très classique de l'histoire, obnubilée par des fondamentaux intangibles. Elle nous renvoie au mythe et son histoire cyclique. Rétive à aborder la question messianique, c'est ce qui me dérange. Une dimension du temps qui soit non cyclique, portée par les peuples, ça échappe souvent à la géopolitique, je trouve. Nous veillerons dans ces émissions à corriger cette erreur de vision à chaque fois que c'est nécessaire. La géopolitique ne peut pas avoir la prétention d'une science objective, elle trahit toujours le lieu particulier où l'observateur se situe, même si dans l'idéologie, elle prend la posture
du point de vue de Dieu. Aussi, les 4 dimensions de la connaissance. Nous exposerons le premier niveau des faits, le second des signes de l'histoire et le troisième du sens. Alors, le sens, c'est pas la vérité, mais ça rend le monde moins absurde. Mon parti pris sera celui d'un chrétien, donc de l'eschatologie, qui traite des choses dernières. Aussi, la revue de presse que vous entendrez durant la première partie de ces émissions, c'est une actualisation finalement, eh bien j'ai décidé de la nommer la revue de presse de la fin des temps. Ah. Nous aurons au fil des émissions à évoquer par petites touches impressionnistes cette notion de fin des temps. 30 à 40 minutes, donc, où j'évoquerai l'actualité du monde. Et puis ensuite viendra le temps de l'approfondissement, de géopolitique profonde, avec 1 voire 2 invités sur les domaines spécifiques de géopolitique, du mondialisme, des technosciences, des chocs climatiques, sanitaires, économiques et financiers. J'en passe. Nous allons voir tout cela après cette revue de presse avec, durant cette première émission, à tout seigneur, tout honneur, Franck Pengam, le fondateur et gérant de Géopolitique Profonde, et avec qui Radio Courtoisie a contracté un partenariat qui nous vaut ces nouvelles émissions du samedi matin. Il en reparlera avec nous. Et puis, second invité, un contributeur important de la revue de Géopolitique Profonde. Aujourd'hui, nous aurons l'essayiste et dirigeant de Stargum, Laurent Ozon. Mais place dès à présent, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à la revue de presse de la fin des temps. Pulstar. Interprété par Paul Moria et son orchestre. Ah, vous aimez beaucoup Paul Moria, on a pu le constater. Alors, elle annoncera cette musique à chaque fois le gros dossier. C'est selon la bonne formule de Joseph Goebbels. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Alors aujourd'hui, nous sommes servis. Moi, j'aimerais avoir un gros dossier toutes les semaines, comme le Daghestan. Le Daghestan. Ça, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur un aéroport d'une république russe? Oui. Moi qui m'étais pratiquement inconnu dans le Caucase Nord, c'est ça? Avec un nom de capitale encore à coucher dehors. Alors oui, c'est le Caucase dimanche Nord. Dernier. Un dimanche dernier, les réseaux Telegram avaient excité des personnes en disant que les Israéliens réfugiés allaient venir s'installer à Makhachkala, la capitale de Daghestan, qui est une république autonome à côté de la Tchétchénie, tout en bas de la Russie, en fait, au sud de la Russie. Et cette foule en délire avait pris d'assaut l'aéroport, mais pas que. Il y a aussi des hôtels qui ont été pris d'assaut pour retrouver les Israéliens qui allaient s'installer et envahir la République de Daghestan. Tout ça sous l'excitation d'un site Telegram, en fait, d'un groupe Telegram, on va y revenir, oui. Qui, avec des annonces très alléchantes, qui d'abord disaient qu'ils avaient des annonces à faire sur la maladie de Poutine, attirer du monde, ensuite sur la maladie de Kadyrov, attirer du monde, en fait, avaient sélectionné un public ciblé sur lequel ils pouvaient agir avec des annonces fracassantes. Alors vous êtes en train de nous dire que c'est un coup tordu. Mais je le maintiens, oui, c'est un coup tordu, totalement tordu. Alors on va y revenir à ce coup tordu, qui est d'autant plus surprenant parce que amis patriotes et certains amis complotistes, tout le monde, d'ailleurs on me le disait, va sur Telegram, c'est crypté, ça appartient à la Russie. C'est étonnant ce que vous me dites là. Alors ça n'appartient pas à la Russie. Non, ça appartient, c'est créé par un Russe, mais qui aujourd'hui ne vit plus en Russie. Telegram, oui, c'est Pavel Durov qui l'a créé, mais ça n'appartient plus, ça n'a jamais été un réseau social d'État. Il est hébergé aujourd'hui dans la Silicon Valley. Alors moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le thème d'après, j'en dis pas plus, mais c'est un peu comme après le gros dossier, on va avoir la grosse tempête. Ah oui. Oh, la grosse tempête. C'est la préparation extraordinaire des rédactions en France et à mon avis en Europe en général. Les agences de presse étrangères. On a l'impression qu'ils étaient totalement au courant, focalisés sur le sujet. Ils avaient travaillé d'ailleurs leurs fiches. On savait que c'était le Caucase Nord, on savait que c'était la capitale Kamchatka, c'est ça? Makhachkala. Imprononçable. Totalement imprononçable, mais ils savaient le prononcer. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, on dirait qu'ils étaient préparés. C'est un petit peu comme ils avaient vu voilà. Un peu comme la grosse tempête. Ils savaient que ça allait arriver. Ouais, la grosse tempête, je veux pas en parler prévision. avant, mais la grosse tempête quand même. J'ai entendu
sur une chaîne d'infos en continu une dame dire la tempête, on était au courant depuis plusieurs jours. Voire depuis hier. Voire depuis hier. Alors ça, j'ai trouvé que cette inversion était magnifique. Mais là, semble-t-il, ce qui se passait au Daghestan, ils étaient au courant. Alors, ils étaient au courant. On va arriver à cette notion qui est apparue immédiatement. Il y avait des éléments de langage en plus. Et l'élément principal de langage du gros dossier du Daghestan, ça va être le mot pogrom. On va revenir dessus avec vous dans un instant. Mais d'abord, avant de revenir sur le gros pogrom du gros dossier, je voulais revenir sur ces comptes Telegram. Comptes Telegram, vous m'aviez en effet alerté il y a quelques jours, Lara, sur des comptes Telegram qui semblaient mettre en question la santé de Vladimir Poutine. Oh, oui. Alors voilà, il aurait fait un infarctus. Enfin, ça fait des années qu'on nous raconte ce genre de choses-là. Là, ça tombait à point, puisqu'il y avait un début d'une procédure de destitution de Biden. Voilà, de Papy Biden, dont on pouvait se poser des questions justement sur l'état de sa santé mentale. Et donc dans ces cas-là, il y a tout de suite un contre-feu, en sens inverse, on nous explique. Il y en a un qui est extraordinaire pour ça, je le nomme parce que je le trouve exceptionnel, sur BFM, c'est Ulysse Gosset. Il est extraordinaire. Il sait raconter des histoires. Il raconte des belles histoires sur la santé de Poutine. Alors pour nos auditeurs, il faut expliquer que sur Telegram, vous pouvez parfois avoir des annonces qui amènent vers d'autres, c'est les canaux, vers un autre canal sur lequel, pour lire le message, il faut souscrire. Et en fait, vous avez par le biais de Telegram une possibilité de sélectionner un public ciblé. C'est-à-dire, vous voyez que cette personne a réagi sur le fait que Poutine est malade et il veut en savoir plus. C'est un public ciblé que vous sélectionnez et petit à petit, vous créez une communauté qui est parfaitement ciblée. Et donc, qu'on va chauffer à blanc. Qu'on va chauffer à blanc. Et là, c'était sur... après, on va produire une fausse information. Une fausse information, une fausse alerte. Qui va les faire surréagir immédiatement. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont précipités. D'ailleurs, ils l'ont utilisé aéroport. sur Kadyrov. C'est-à-dire, ils ont dit que Kadyrov était malade. Donc, les gens sont affolés pour aller voir pourquoi il est malade. Voilà. Il a fallu que Kadyrov prenne parole pour calmer le public, parce que Kadyrov est dirigeant de la République de Tchétchénie qui touche Daghestan et qui a une énorme influence sur le Daghestan. Et donc, les personnes... Oui, parce que Daghestan, Tchétchénie, c'est à côté. Oui, c'est côte à côte, oui. Ils ont un peu la même clientèle. D'ailleurs, pour tous ceux qui aimaient les Tchétchènes, on a vu les conséquences de la facilité qui leur était accordée à une certaine époque de venir en France. On l'a vu entre autres sur le corps professoral. Parce que c'était les réfugiés politiques. Ils s'opposaient à un régime, vous imaginez. Donc ils bien. sont contents parce que quand il n'y aura plus de Tchétchènes prêts à passer à l'acte, si on accueille demain des gens du Daghestan, tous plus extrémistes et fondamentalistes les uns que les autres. C'est 3 fois plus gros que la Tchétchénie. Il y a une armée de réserve en tout cas. Sachant qu'on a déjà accueilli des Ichkeri, c'est-à-dire le Ingouchi, qui est une petite république de la taille de la moitié de Tchétchénie. Et qui est elle aussi frontalière de la Tchétchénie. Très bien. Alors, il est apparu durant cet événement le mot de pogrom. Alors, au Caucase Nord, le pogrom... c'est un peu comme quand on nous parle des heures les plus sombres de l'histoire actuellement. Les pogroms... Alors, un pogrom, qu'est-ce que c'est déjà ? Est-ce que vous pouvez même nous détailler ? Parce que ce mot, il est apparu dans la bouche d'énormément de personnes. On parlera de Alain Finkielkraut tout à l'heure. Tout le monde, il veut y voir il y a un imaginaire derrière ce mot de pogrom, non ? Oui, et surtout, en Occident, c'est utilisé uniquement envers les Juifs. Sauf qu'à la base, le mot pogrom, c'est une communauté qui se lève, qui décide, c'était souvent entre les villages, en fait, on se lève et on va casser. Le pogrom, ça vient de gramit. Grom, c'est tonnerre. Pachli gramit, ça devient pogrom. C'est très rapidement, et ça a toujours existé en Russie, et d'ailleurs partout ailleurs, je pense. C'est juste que la dénomination de pogrom, elle est aujourd'hui rattachée que envers la communauté juive, mais ce n'est pas les seuls pogroms qui existent. Le pogrom, c'est une masse de gens qui vont casser des innocents, qui ne sont absolument pas prêts, pas alertés, etc. Et donc la masse arrive et casse. Donc c'est ça le pogrom. C'est en fonction des différences ethniques, religieuses, de richesse, peu importe. Mais ce n'est jamais envers une seule communauté. Donc avec ce mot pogrom, on mélange tout aujourd'hui. On mélange tout, complètement.
À la fois quelque chose qui a lieu plutôt en Europe. On a eu des pogroms lors des émeutes. Alors, il y a eu des pogroms. Ce qui s'est passé là dans le Daghestan, ce serait passé à Kiev, ça aurait eu plus de sens. Non. Oui. Il y a eu des pogroms dans la République de Donbass par les Ukrainiens qui étaient anti-russes. Et ça sont des pogroms. Mais ce qu'on a eu, les émeutes après Naël, c'était des pogroms. Bien sûr. Mais là, il fallait évidemment que ça ait lieu à cet endroit. Donc évidemment, ça a permis, comme durant les guerres en Tchétchénie, d'exciter un peu aussi toutes ces communautés musulmanes liées à l'islam dans l'ex-URSS, et qui est toujours une république de Russie. Exactement. Bien. Et ça fonctionne. D'ailleurs, ça peut prendre flamme et ça peut s'enflammer tout au sud de la Russie. Il y a tout un tas de républiques. Il y a l'Abkhazie, il y a Kabardino-Balkarie, etc. Il y a tout un tas de républiques qui ont la population musulmane. On peut les enflammer sans problème. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Lara. On va clore, pour l'instant, tout du moins, ce gros dossier. Déjà dans le gros dossier, grosse bombe climatique, risque de submersion marine. Alors on pensait plutôt les submersions migratoires jusqu'à présent, mais non, avec le réchauffement climatique, il y a non seulement des submersions migratoires, mais il y a aussi des submersions marines, des vagues de 20 mètres de haut, l'équivalent, tenez-vous bien chers auditeurs, d'un immeuble d'à peu près 6 étages. À la pointe du Raz, il est évident d'ailleurs qu'à la pointe du Raz, on aime aller se balader à la pointe du Raz quand il y a une grosse tempête. On a mesuré à 207 km/h la vitesse du vent. Alors, grosse tempête, mais grosse déception quand même pour nos médias, puisque en 1987, parce que vous savez, il y a quelque chose qu'on aime faire aujourd'hui, c'est essayer de montrer des records. À chaque fois, c'est historique, c'est un record absolu, on n'avait jamais vu ça. Surtout quand il s'agit de météo. Voilà. Les températures. En 87, il y a quand même il y a 35 ans. On parle d'accélération du réchauffement, mais là, vous aviez eu des pointes à 220 km/h. Grosse déception. Et alors, en nombre de morts, je vais être cynique, mais grosse déception aussi de nos journalistes, puisque je rappelle qu'en 1999, il y avait eu une petite centaine de morts, rien qu'en France. 92, oui. 92 morts. À celle de 87, qui ressemblait, semble-t-il, à un cyclone de 3e catégorie, on avait 15 morts, 19 en Grande-Bretagne. Mais on nous explique, bien évidemment, c'est l'autosatisfaction du jour, que grâce à la prévention, l'alerte, les avertissements, on a évité le pire. Le petit confinement aussi, il faut le dire. Alors voilà, oui, ça, le petit confinement, on va y revenir, vous allez voir. Je rappelle, juste l'étymologie gaélique de Ciaran, vous savez, le nom de la tempête. C'est un prénom masculin qui est d'origine irlandaise, qui signifie petit homme sombre. Ça fait penser à Macron. Oui, moi aussi. Petit homme sombre. Très sombre. Alors, il a été choisi par le Met Office, le service national britannique de météorologie, afin de nommer la tempête qui a touché le nord-ouest de la France au milieu de cette semaine. Alors, vous savez, l'origine des tempêtes, c'est peut-être aussi une des raisons qui fait qu'il y a eu moins de morts. C'est que les tempêtes, paraît-il, qui seraient dénommées d'un prénom masculin, puisqu'on a décidé à un moment donné de nommer une fois sur deux masculin, féminin. Et il fut un temps où c'était toujours féminin. Oui. Souvent, les météorologues nommaient les tempêtes ou les cyclones du nom de leur chère et tendre épouse. Pourquoi Et maintenant, on leur impose une fois sur deux. Parce qu'évidemment, les Katrina, les Irma, les Nina, les Pauline, les Sandy, les Nancy, les Camille, elles avaient fait un mal de chien. Donc, maintenant, on met un petit peu de masculin dans l'histoire. Alors, ce dont les médias n'ont pas trop parlé, alors que pourtant c'était, à mon avis, le problème principal de cette grosse tempête, c'est des 1,2 million de foyers privés d'électricité. C'est énorme. C'est énorme. Quand Macron y est allé, il restait encore 400 ou 500 000 foyers
privés d'électricité. Mais ça n'a pas empêché de l'autosatisfaction, parce qu'il a dit qu'en 99, il a fallu 3 semaines pour rétablir le réseau et que là, il sera rétabli lundi. Au Cocorico, il était très fier. Alors, on ne devrait vraiment pas être très fier, justement, parce que c'est lié, évidemment, cette privation d'électricité à l'enfouissement des lignes électriques. Et on est, alors qu'on a un nombre de façades maritimes quand même très important, eh ben on est à la traîne. En Allemagne, 75 à 80% du réseau électrique est enterré. Chez nous, c'est pas plus de 40%. Benelux, ça frôle les 100%. On n'a que 41% du réseau souterrain. Alors pourquoi ? Pognon de dingue ! Bah oui. C'est ce que nous explique c'est pas l'EDF, ça, le nom maintenant, il y a un nouveau nom, je me rappelle plus. Enedis. Enedis, voilà. Enedis dit 100 milliards. Ah oui, Enedis. Oui. 100 milliards, ça aurait coûté, voilà. Donc, mais bon, si on n'avait pas dépouillé EDF comme on a eu tendance à le faire, et puis ça touche que le monde rural, c'est moins grave, on n'en serait peut-être pas là. Le responsable, ce qu'on avait appelé la rubrique Le Grand Sacrifice, je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais juste terminer, parce que j'avais oublié un point sur finalement la grosse tempête et la cause essentielle, selon moi, du pourquoi on nous bassine autant sur le climat. C'est tombé, j'avais lu ça dans le Figaro au mois de septembre, qui annonçait le patrimoine économique national français, 20 000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? Pas mal. Hein. 77% de la fortune du pays est assis sur de solides biens. De quoi rester toujours crédible. Sur les agences de notation, oui, bien sûr, évidemment, entre autres. 14 600 milliards d'euros, c'est le patrimoine des Français, dont 10 000 milliards rien qu'en biens immobiliers. Pas mal du tout. Les entreprises non financières bénéficient également de la bonne tenue du bâti, patrimoine 3 295 milliards d'euros. Or, on a une dette, malgré le quoi qu'il en coûte, et on a un banquier qui fait un maximum d'efforts pour nous endetter le plus possible, jetant l'argent par les fenêtres de différentes façons. Il n'y a que 3 000 milliards. 3 000 milliards. Mais là, on ne dit même plus milliards, moi je dis milliards. 3 000 milliards. Ça suffit pas, il va pas assez vite, Macron. Bah non. On va pas mettre la main sur le patrimoine des Français uniquement par la dette. Donc, il faut trouver une autre solution. Je dirais que toutes ces normes, vous pouvez peut-être nous dire 2 mots. Toutes ces normes dans l'immobilier. Aujourd'hui, vous avez des notaires qui, au matin de la signature de la transaction, n'ont pas tous les documents et découvrent encore un nouveau certificat à fournir avant de signer l'acte. Donc aujourd'hui, vous en êtes à cela. Qu'est-ce que ça va devenir plus tard ? Est-ce qu'il va y avoir la possibilité de vendre entre particuliers ? C'est à se poser cette question. Peut-être qu'à un moment, il ne pourra plus vendre son bien immobilier, le particulier. Merci Lara. Allez, le grand sacrifice. Le grand sacrifice, c'est Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, aujourd'hui porte-parole du gouvernement. C'est un homme heureux. Il s'inquiétait énormément, pendant le confinement, de la baisse tendancielle du nombre d'avortements. Ouais. Ça l'inquiète. Quelle tristesse. C'est pas possible. Il y aurait même eu, à mon avis, un petit laissez-passer pour avorter, malgré le confinement. Non, ça baissait. Alors là, c'est formidable. Ça ne cesse de réaugmenter. Donc 234 000 avortements en 2022, soit 17 000 de plus qu'en 2021 et 7 000 même de plus qu'en 2019. Donc c'est le niveau le plus élevé enregistré depuis 1990. Donc là, on a un porte-parole du gouvernement qui est certainement heureux. Alors les raisons, il y a un délai légal qui est passé de 12 à 14 semaines peut-être. Il y a tout un tas de raisons. Alors, il y aurait une raison, attention, c'est le petit dernier, de la cagophobe. Vous savez, la cagophobe de Philippe Muret. Il nous disait, s'il y a quelque chose qui marche très fort en ce moment et qui marchera de plus en plus, et il a raison, au fur et à mesure que l'espèce humaine exigera davantage d'être aimée sans condition, dans toutes ces différences devenues autant de mini-impérialisme, dans ses plus petites particularités et ses moindres caprices, c'est la chasse aux phobes. Il y a une nouvelle phobie qui vient d'apparaître, c'est l'hormonophobie. Et on considère que l'hormonophobie pourrait être à l'origine de cette hausse tendancielle du nombre d'avortements. Ça, c'est un vent mauvais qui souffle mauvais. sur la contraception, évidemment.
J'aimerais rajouter quelque chose sur voilà, la Russie qui a les mêmes problèmes démographiques. Elle vient d'étudier, en fait, elle a soumis au Parlement un texte qui interdit désormais de faire des avortements par des cliniques privées, de manière à ce que tout reste sous la surveillance de l'État dans les hôpitaux publics. Et il y a un patriarche qui a été questionné sur la question. Il a dit quelque chose d'assez essentiel. Hein. Je pense que nos auditeurs seraient sensibles. Il a dit, je connais pas de femme qui est malheureuse parce qu'elle a eu un enfant, mais j'en connais plein qui ont des vies tracassées parce qu'ils ont interrompu leur grossesse. Merci Lara. Alors, pourquoi c'est politique? C'est le gros sondage de la semaine. Encore un gros. Marine Le Pen, 30%, voire plus. Seconde position, Édouard Philippe. Alors, il nous prépare à Attal, hein, semble-t-il. C'est bizarre. Oui. Est-ce qu'il y a une substitution on teste. qui est en cours Marine Le Pen, elle peut être contente, 30%. Elle va monter... Alors, la question que je me posais, c'est quand est-ce que va avoir lieu le procès, vous savez, des attachés parlementaires Bientôt. Avant les présidentielles. Pas trop tôt, quand même, pas trop tôt. Oui. Parce que sinon, après, Jordan Bardella aurait peut-être le temps de se substituer. Ce serait ennuyeux. Surtout qu'elle devrait se méfier. Marine Le Pen, j'entends de plus en plus. Là, d'ailleurs, il y a le premier titre du Figaro sur le sujet. Le porte-parole du RN, je l'entendais dernièrement à la télé, nous disait... Oui, non. L'autre, oui. Il disait Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ils se commencent à inverser. Elle devrait se méfier. C'est pas les Atrides du RPR, dont parlait Charles Pasqua, mais... La famille Le Pen, bon. Le Mélenchon baisse. Mais pas trop. Mais pas trop. Et Zemmour pense que grâce à son refus de désigner l'organisation terroriste, le Hamas, d'organisation terroriste, Mélenchon aurait gagné son ticket au second tour. Et Zemmour, évidemment, se verrait bien en opposant. Il s'y était déjà vu en 2022. En tout cas, ni Marine Le Pen ni Zemmour ne sont Trump. Pour gagner des points en cas d'inculpation. Tout le monde a abandonné Trump, je lisais ça dans la presse, même Sidney Powell. Ami complotiste, je ne comprends pas. Sidney Powell, elle devait nous ramener Trump lors de la dernière élection à la tête des États-Unis. On nous racontait ça tous les jours. Finalement, elle a lâché Trump, elle a même pas mal pleurniché pour avoir du sursis. Voilà. Mais enfin, Trump, lui, ne cesse de monter toujours dans les sondages. Alors, c'est la grosse amende. Oui. Elisabeth Borne, non-respect du couvre-feu. Allez hop, on passe de 150 à 750 euros. Suite aux émeutes urbaines de juin. Alors, est-ce qu'on va vers des confinements sécuritaires, voire des confinements climatiques En tout cas, pourquoi on se pose la question de la taille de l'amende? C'est quand même bizarre. Mais non, mais c'est ça. Je vois pas. Déjà, ils payent pas leurs amendes à 150 euros, à mon avis, dans les quartiers. J'en serais bien surpris. Donc, 750 euros. Moi, à mon avis, c'est plutôt pour, vous savez, des auditeurs de Radio Courtoisie, Denis, Françoise, bouleuse de son état. Elle veut pas rater le livre journal de la gastronomie géopolitique profonde. Elle fonce à la messe ou acheter du pain. Elle se fait ramasser par la patrouille en plein confinement. François, 750 euros d'amende. Et oui. Et le masque sur la bouche et... Sur le nez. J'espère bien. Et sur le nez aussi, bien évidemment. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. C'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Mais justement, parce que j'avais menti. Tu mens. Il ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, tais-toi. Non, écoute. Voilà, c'est la rubrique « Ça n'a aucun rapport ». Dans la rubrique « Ça n'a aucun rapport », le meilleur « Ça n'a aucun rapport » de la semaine, c'est Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Puisque le 19 octobre dernier, un élève de 5e candidat au vaccin contre le papillomavirus, un garçon, il a, paraît-il, eu un malaise vagal 15 minutes après avoir été vacciné dans son établissement scolaire. Il a fait une lourde chute, et une semaine après, il est mort. Aucun rapport. Garçon vacciné contre le cancer de l'utérus. Bon. Un garçon. Alors, le 30 octobre, l'ARS, évidemment, du Pays de la Loire, affirme que le décès de ce jeune collégien n'a rien à voir avec le vaccin, et bien évidemment.
Alors, étant donné que les établissements privés catholiques ont décidé d'interrompre la vaccination pour que l'enquête puisse suivre son cours, ça a provoqué la colère d'Aurélien Rousseau qui dit évidemment ça n'a aucun rapport, on injecte un vaccin, pas le démon. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet obscurantisme? Voilà. Et ouais. Voilà, pas d'effet indésirable. Ouais. Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Pas si. Mais pas de votre famille. Si. Écoutez, ça fait rien. Je vous garde quand même. Voilà, je vous garde quand même. Vous êtes catholique, Lara? Non, je suis arménienne, chrétienne arménienne. Bon, je vous garde quand même. Merci. Merci. Alors, on va, pour cause d'inviter, raccourcir cette 7e rubrique qui s'appelait la grande perversion, c'est-à-dire le traitement de l'information. Alors Tanguy, justement, dont vous parliez un peu la mouche du coche, là, actuellement, du politiquement correct, disait il y a une atmosphère antisémite en France aujourd'hui. Alors, traitement de l'information par le Covid, ça me fait de plus en plus furieusement penser, tous les soirs, vous savez, ça tombe bien avec De Funès, au professeur Jérôme Salomon, qui décomptait de façon journalière le nombre de cas ou de décès. Alors maintenant, on a la même chose sur des cartes avec les actes antisémites. Oui. Alors, il y a des vagues peut-être d'antisémitisme, des pics. Et il y a des cas. Voilà. Alors, plus ou moins graves. Qui se disait ni kippa ni kéfier, qui participait dans Déplaise Libération à cette France qui affectionne le Béret basque, c'est compliqué aujourd'hui. On va la raccourcir parce que de toute façon, il y aurait tellement à dire sur cette rubrique du traitement de l'information. Vous êtes islamophile en France et vous êtes islamophobe quand vous êtes en Israël. Ça ne dérange pas tout un tas de personnalités politiques, d'influenceurs de l'opinion aujourd'hui. Bien au contraire. Donc il y a ce qu'on appelle la perversion. La perversion, même si tout le monde n'est pas très adepte de psychanalyse, elle est intéressante chez Lacan, puisque la loi de la castration, c'est qu'il y a deux versants. Vous savez, il y a les castrés et les autres. Bon, vous êtes castrés, vous appliquez la loi. Ouais. Mais il y en a d'autres, ils ne sont pas castrés. Il n'y a aucun problème pour eux. C'est à la fois vrai pour les personnalités, et puis semble-t-il, pour des peuples. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Si, juste rajouter quelque chose pour montrer le deux poids, deux mesures. Et qui montre que contrairement à ce que pensent tous nos amis patriotes, il n'y a rien à espérer, à mon avis, de la séquence actuelle. Un imam à Beaucaire, franco-marocain, vient de prendre 1 an de prison avec sursis, puisqu'il avait fait des prêches qui, en lisant certains versets, semble-t-il, du Coran, proposaient de tuer des juifs. Il a pris 1 an de prison avec sursis. Hier est tombée donc la décision du tribunal correctionnel. Vous avez un jeune, alors on a le droit de dire, je ne sais pas si on a le droit de dire, non, on n'a pas le droit de dire jeune dans ces cas-là. Donc un Mosellan de 20 ans, voilà, il vient de prendre 5 ans de prison ferme. Pourquoi ? Parce qu'il a, il a un peu déliré, à mon avis, au téléphone. Il s'est un peu enflammé, excité. Il voulait plonger la République, je le cite, plonger la République juive de France dans les flammes de l'enfer, bâtir un nouveau Reich. Enfin voilà, il s'est excité sur les réseaux, je crois, entre autres sur des chaînes Telegram. Tiens, Telegram. Encore, oui. Ça allez, là, il a pris 5 ans de prison ferme, lui. Et il est franco-marocain aussi. Ouais. D'une mère française et d'un père marocain. Comme l'imam. Oui. Alors vous voyez, le deux poids, deux mesures, c'est énorme quand même, non ? Oui. Vous voulez ajouter quelque chose ? Alors moi, je voulais finir sur une note un petit peu sentimentale. Vous savez, sur ce couple d'Indiens, il y a un monsieur de 86 ans qui, depuis 27 ans, cherche à divorcer de son épouse de 82 ans. Et il n'arrive pas. Même le juge suprême lui a refusé ce divorce parce que sa femme lui a dit « Je vais mourir mariée, je ne veux pas mourir divorcée. » Un peu de sentiment dans ce monde de brut. Merci, Lara. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, chers auditeurs, donc petite rubrique raccourcie. On essaiera la prochaine fois d'être un peu plus concis au début, puisqu'il y a quelques petites rubriques qui ont disparu, mais on vous les resservira probablement. Et puis de toute façon, ça revient de façon cyclique dans une prochaine émission de Géopolitique Profonde. Donc, dans cette deuxième partie d'émission, nous recevons, et on va le faire au pas de charge, deux invités. On va commencer, alors quand même, je rappelle à tout seigneur, tout honneur, Franck Pengam qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur Radio Courtoisie. J'ai envie de dire bienvenue Merci. Dans votre émission. C'est très gentil de m'accueillir ici dans ces locaux et bravo pour la revue de presse qui est vraiment excellente. Donc je pense que ça va donner de belles choses à l'avenir. C'est gentil Franck, on va essayer de s'améliorer au fil des semaines. On va revenir avec vous jusqu'à la fin de l'émission, mais auparavant... Donc, je rappelle, vous pouvez dire peut-être deux mots, vous avez une revue qui s'appelle Géopolitique Profonde. Oui, c'est ça, donc Géopolitique avec des Profonde. Contributeurs. Voilà, c'est ça. Donc, on a un site internet, une chaîne YouTube et une revue notamment, dans laquelle justement participe Laurent Ozon notamment, avec des articles de fond sur les technosciences, l'IA, des choses comme ça. Ça parle de mondialisme, de géopolitique. On fait pas mal de finances parce que c'est des sujets qui sont un peu manquants dans nos milieux. Et donc, on met un peu ça en avant également parce qu'on subit aujourd'hui diverses crises dans divers domaines financiers. Oui. Et il s'agit de les appréhender un peu mieux. Et donc la revue est également là pour ça. Merci Franck. On revient vers vous. Vous avez présenté, donc nous le saluons, il est dans le studio de Radio Courtoisie. Il a 56 ans, il a 4 enfants, il est dirigeant de PME innovantes depuis 20 ans. Vous le connaissez sur Radio Courtoisie, c'est Laurent Ozon. Bonjour Laurent. Bonjour. Quand je vous ai demandé une petite biographie, vous m'avez dit finalement allez-y et puis vous m'en direz s'il y en a un peu plus à dire. Moi j'aimerais connaître un peu mieux Laurent Ozon, même si on a l'habitude de le voir sur tout un tas de médias, de chaînes d'infos en continu et puis de médias de réinformation. Mais pour en savoir juste un peu plus, alors j'ai retrouvé, c'est une perle, vous vous définissiez vous-même. Donc là, vous n'allez pas pouvoir me dire, non, c'est pas vrai. Ouais, d'accord, mais ça date de combien d'années? De décennies? J'en sais rien, mais en tout cas, ça nous permet de voir que vous avez 56 ans. Vous m'avez dit que vous en aviez 55. Ah oui, mais je ne m'y suis pas encore fait. Mais non, mais à notre âge, j'ai le même âge que vous, c'est vrai qu'on a une tendance, absolument. Ça m'a fait rire, je voulais juste le signaler. Votre nom est proto-basque, Ozo, et ça veut dire complet et sain. Oui, c'est un nom d'origine basque, oui. Très bien, donc vous avez... vous travaillez sur la production de dispositifs d'enregistrement audiovisuel, de systèmes de vidéosurveillance, de dispositifs de sécurisation des données. Ça a été un des... Non pas votre premier métier, je crois, puisque vous étiez pompier militaire à l'origine, c'est ça? Oui, et je suis devenu ensuite industriel dans un secteur qui est effectivement un secteur un peu sensible. Oui. Qui est celui des technologies de contrôle d'une façon générale, c'est-à-dire de tout ce qui touche globalement au traitement de l'information. La vidéosurveillance en fait partie, mais l'analyse des données, etc., etc. Donc voilà, c'est un secteur que je connais un peu et j'avais créé pour développer ces activités-là des PME, dont certaines ont été classées les plus innovantes de France dans leur domaine, avec quelques brevets à la clé, et qui ont permis de mettre en place un certain nombre de systèmes qui ont été utilisés ici et là. Donc vous parlez en expert et vous faites profiter aujourd'hui, en particulier Géopolitique Profonde, de votre expertise. J'ai lu énormément de dossiers que vous avez préparés pour Géopolitique Profonde, qui est un magazine qui est là, je crois, depuis le mois d'avril ou le mois de février. C'est ça, c'est avril. Avril. Vous avez travaillé beaucoup sur des dossiers sur l'intelligence artificielle. Oui. Alors c'est éclectique, il y a Elon Musk, les voitures électriques. C'est lié. Oui, parce que la question des voitures électriques est une question qui touche à l'énergie, à la souveraineté économique, c'est-à-dire des choix stratégiques en matière de souveraineté à court terme. Ça touche à la vie quotidienne des gens, donc on va dire que c'était un dossier, à mon avis, de fond important, utile, pour voir la distance du mur vers lequel on est en train de rouler, la vitesse à laquelle on est en train de rouler aussi, en voiture électrique, bien sûr. Et donc, c'est une bonne façon d'entrer un petit peu dans ces questions-là. Bon, Elon Musk, pourquoi ? Parce que c'est aussi un des acteurs, je dirais, de la transition énergétique. Non seulement énergétique, mais aussi psychologique mondiale. Donc c'est un personnage assez intéressant à suivre.
L'écologie, la démographie. Oui, ça, ce sont des questions qui me touchent toujours depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, lorsque je vais vous quitter, je vais me rendre à un colloque sur la question d'écologie organisé par Academia Christiana dans le 9e arrondissement, à 8 rue d'Athènes, pour y faire une conférence précisément sur la question écologique et plus précisément sur le potentiel créatif sur le plan métapolitique des questions écologiques. Oui, parce que c'est un domaine que vous connaissez très bien et depuis longtemps, mais on ne peut pas dire que vous ayez pris exactement la même direction que l'écologie politique telle qu'on la connaît aujourd'hui en France ou en Allemagne. Non, je ne vais pas répondre à cette question. Et même pas, il n'y a pas besoin. Tellement c'est évident. Vous avez aussi fait des dossiers sur les psychotropes et la crise des opiacés, en effet, qui est majeure. Oui, c'est d'une façon plus générale, plus que sur la question des psychotropes, sur la question de l'état mental général de la population dans les sociétés dites occidentales, que j'appelle plutôt des sociétés dites, occidentalisées, en tout cas nous concernant, hein, comme la Gaule pouvait être romanisée à un moment, nous sommes actuellement occidentalisés, j'espère temporairement. Eh bien, donc oui, la question que j'ai traitée dans le dossier en question, c'était de savoir quel était l'état psychologique de la population. D'accord. Très bien. Bon, on va arriver au dossier justement de la semaine, enfin en tout cas du mois, mais qui pour nous sera de la semaine. On va en parler dans un instant, mais Lara, vous vouliez d'abord j'ai faire deux une annonces à annonce. faire en fait. Il y a une auditrice qui corrige, je ne sais pas si on avait bien dit à 11h ou 10h, mais en tout cas la messe d'action de grâce est à 11h. Donc on corrige selon ces indications. Et puis il y a un auditeur qui s'étonne qu'on n'ait pas le libre journal de la gastronomie. Alors, je lui réponds, on n'est pas fâchés et les sujets ne sont pas épuisés, mais vous retrouverez Babette demain à 10h30. En 10h30 en direct. En on direct. ne vous donnera pas le thème, mais tout est prêt. On ne le connaît pas d'ailleurs. Bah non, on ne le connaît jamais à l'avance. Laurent Ozon, donc, dans la dernière revue de géopolitique profonde, vous nous parlez de cette pratique d'une guerre qui serait de 4e génération, vous l'appelez la 4GW, un petit peu comme... et vous annoncez d'ailleurs la 5G, c'est normal, hein, puisque semble-t-il c'est un peu comme l'Internet. Dans ce monde occidentalisé, titre de l'article, je crois, l'Occident collectif, perdra-t-il la guerre de 4e génération ? Alors qu'a priori, et vous le dites dans votre article, il était à l'origine passé maître dans ce qui est cette guerre dont on va parler, dont on va donner la définition. Mais avant donc de parler de ces guerres qui sont de type asymétrique, aujourd'hui on nous en parle, on nous abreuve de ce genre de concept, mais autant avoir un véritable expert pour nous en parler. On pourrait peut-être, avant Laurent Ozon de parler de cette guerre de 4e génération, parler un petit peu des guerres dans ces premières générations. Première, si on dit 4e, c'est qu'il y a dû y avoir une première, 2e, 3e génération. Oui, en effet. Alors, il faut vous dire que ce sont des définitions qui correspondent d'une façon générale. Ce sont des définitions qui sont des définitions contingentes, hein, puisqu'on peut toujours trouver dans certaines façons de faire la guerre à certains moments ou dans certaines initiatives ou stratégies ou tactiques appliquées, des façons un petit peu différentes de penser la guerre. On parle de guerre symétrique à partir de l'avènement de ce qu'on appelle la modernité politique européenne, donc les États, la période post-westphalienne, hein, donc le traité de Westphalie. C'était les États qui dominaient, où on considère que l'acteur principal de la guerre, c'est l'État-nation. L'État-nation a le monopole de la violence, l'État-nation a le monopole de la désignation de l'ennemi, ce qui est quand même... faut y réfléchir à tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donner l'exclusivité, le monopole de la désignation de l'ennemi à l'État. C'est la théorie de aujourd'hui, si on y réfléchit un petit peu, on voit que ça pose des questions en tant que tel. Hein, puisque, est-ce que vous vous sentez toujours être l'ennemi de celui que votre État a désigné comme tel ? Bref. Et en effet, ils ont cet ami ennemi et puis une violence légitime. Enfin, l'État était dans tout ça et puis il est en train de le perdre. Voilà. En tout cas, la modernité européenne se caractérise aussi par la mise en place d'armées nationales, hein, c'est plus des bandes de mercenaires qu'on loue pour des opérations, etc., etc. Et dans ce cadre-là, on a pris l'habitude, on va dire, dans le monde militaire, de catégoriser 3 périodes classiques de guerre, qu'on appelle des guerres dites symétriques.
La première, c'est la guerre de première génération qui vise en fait à coordonner la puissance de feu. Donc des colonnes, des lignes. Des colonnes, des lignes, des mouvements, permettant en quelque sorte d'optimiser la puissance de feu par la coordination, la synchronisation des hommes. Hein, chacun tire, vous savez, ceux qui s'agenouillent, qui tirent, qui rechargent, etc., etc. Le but, c'est toujours de maximiser la puissance de feu, et on sait que la puissance de feu sur un champ de bataille face à toute autre chose permet de prendre l'ascendant. Ça allait jusqu'à messieurs les Anglais tirer les premiers. Donc si vous voulez vous faire ceux qui ont vu le film Barry Lyndon, le fameux film Barry Lyndon montre très bien l'ambiance et aussi l'état d'esprit qu'on pouvait imaginer être celui de ces hommes qui se retrouvaient en ligne en train de recharger leurs fusils pendant que les autres en face tiraient. Voilà. Bref. Donc, la guerre de deuxième génération, toujours dans les guerres modernes, toujours dans les guerres dites modernes, la guerre de deuxième génération, c'est une guerre qui va être le résultat d'un certain nombre d'innovations technologiques, typiquement le chargeur de culasse jusqu'à la mitrailleuse, on va dire, et où on s'aperçoit que la puissance de feu n'est plus aux hommes, elle est à la technique, elle est aux moyens techniques. Et donc ces guerres-là se transforment en guerres technologiques, en guerres techniques, et la puissance de feu devient technique, et elle est le résultat des capacités de production industrielle des parties prenantes. Voilà. Et donc c'est une guerre dans laquelle la profondeur de la société travaille pour produire des moyens industriels, et ça, on a des livres fantastiques là-dessus, dont celui de Ernst Junger, un auteur allemand qui a consacré des bouquins très intéressants à cette question de la guerre par la technique et du rôle du soldat dans ce type de guerre totalement déshumanisante. Donc cette déshumanisation de la guerre, la puissance de feu par les moyens techniques, c'est une guerre de puissance industrielle, fondamentalement. Et donc, elle met en opposition toujours sur une ligne de front des acteurs symétriques. Voilà, des acteurs symétriques qui mobilisent des moyens industriels. Bon, c'est, on va dire, la Deuxième Guerre mondiale, pour faire très simple. La Première Guerre mondiale. La guerre de troisième génération, c'est ce qu'on appelle la guerre éclair, la guerre de mouvement rapide. Voilà. Elle se met en place, elle est pensée à partir du moment où l'acteur, celui qui entre en guerre, estime qu'il n'est pas en mesure de prendre l'ascendant durablement dans une confrontation industrielle de long terme. C'est-à-dire que si vous faites la guerre à un autre pays et que pour des raisons X, Y, Z, vous estimez que les capacités de mobilisation industrielle, la profondeur industrielle, on va dire, les ressources, etc., de votre adversaire sont beaucoup plus importantes que les vôtres, vous n'avez pas intérêt à vous engager dans une guerre industrielle précisément. C'est un peu l'Allemagne contre la France, ligne Maginot, on passe par les Ardennes. Voilà, donc là le but c'est de faire passer des questions matérielles aux questions temporelles, on cherche à prendre en quelque sorte l'ascendant, en déstabilisant l'adversaire, c'est-à-dire en le dispersant, en dispersant les armées adverses, en contournant les lignes de front, par des manœuvres rapides, dites éclairs. Voilà. Ça, ce sont les guerres de troisième génération. Voilà pour les trois premières. Et on arrive, après la Seconde Guerre mondiale, finalement, vers une nouvelle génération de guerre, la 4GW, et j'aimerais que vous développiez ce concept de la 4G vers la 5G, qui est une systématisation, à ce que j'ai compris, de la 4G. Oui, alors il y a beaucoup de discussions pour savoir si la guerre de cinquième génération existe vraiment, ou si c'est simplement une volonté d'affiner en quelque sorte le concept préalable de guerre de quatrième de génération. Je m'en tiens plutôt là, c'est-à-dire dans les milieux militaires stratégistes, on va dire, au niveau international, on considère qu'il y a bien une guerre de quatrième génération. Par contre, on n'est pas du tout d'accord pour dire qu'il y a vraiment une guerre de cinquième génération. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette 4GW ? Alors, 4G War, 4G War, donc c'est la guerre de 4G War, c'est un concept donc qui est apparu dans un article la première fois dans un magazine qui s'appelait le Marine Corps Gazette en octobre de 1999 et qui voulait décrire un nouveau visage de la guerre en quelque sorte, c'est-à-dire la généralisation du combat dissymétrique ou asymétrique, irrégulier dans le temps et dans la profondeur de la société. C'est donc une remise en question, c'est la description d'un moyen de guerre qui ne vise plus, qui se passe de ligne de front, qui nie la différence entre combattants et non-combattants. On avait déjà des traces dans des guerres précédentes de cette négation de la différence entre combattants et non-combattants. Absolument, oui. Mais on va dire c'est la cibler les populations civiles. Voilà. Mais là, il s'agit précisément de considérer qu'il n'y a plus de combattants, ou plus exactement qu'il n'y a plus ni combattants ni non-combattants. Il n'y a même plus de ligne de front. Et que même il peut y avoir des combattants conscients ou non.
c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément conscient d'être combattant. Vous pouvez me mettre un idiot utile. Voilà. Et donc, c'est ce qui est visé par la guerre de quatrième génération, c'est l'État adverse, c'est-à-dire celui qui, dans l'ordre symétrique moderne, désigne l'ennemi, réquisitionne les moyens, coordonne, synchronise les moyens de la guerre et l'ensemble de la société. Et donc, La cible, c'est l'État. la Adverse. cible, c'est au départ l'État, et par l'État, je dirais pas, pour toucher l'État, on va s'intéresser, on va toucher en fait l'ensemble de la société, pour en fait porter atteinte à la capacité de mobilisation, de synchronisation, et à la légitimité de l'État. Et puis la cohésion, vraiment, En gros, c'est l'unité politique qui est visée. C'est ça. Et donc, cette guerre de quatrième génération utilise évidemment des moyens dans la profondeur, qui sont des moyens d'information ou désinformation, de déstabilisation, de guerre de partisans. On pourra en dire quelques mots sur la propagande de guerre, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant par rapport à ces guerres qu'on nous présente aujourd'hui. Oui, alors je ne sais pas si on pourra détailler ces éléments-là. J'ai malheureusement peut-être pas trop le temps de le faire, mais une chose est sûre. De toute façon, sinon on renvoie les auditeurs, évidemment, à ce magazine de géopolitique profonde. Voilà, c'est un peu l'idée. D'une façon générale, les guerres de quatrième génération nous disent plusieurs choses. Elles nous disent l'État n'est plus, on va dire, il n'y a plus de ligne de front. Vous pouvez être un acteur d'un combat sans le savoir. Il n'y a plus de distinction entre combattants et non-combattants. Tous les moyens, tous les coups sont permis. Et les acteurs du combat, les acteurs de la guerre, ne s'identifient pas eux-mêmes et ne se considèrent pas toujours eux-mêmes comme des acteurs de la guerre. En clair, il s'agit, pour reprendre la formule du général chinois bien connu Sun Tzu, de vaincre l'ennemi sans combat, je rajouterais apparent. Voilà, c'est le but de la guerre de quatrième génération. Je l'ai juste, ça va être ça prend 2 secondes, mais c'est vous qui le développez, les 10 points sur la propagande de guerre, parce que c'est tellement ce que l'on entend et ce que l'on voit aujourd'hui. 1, nous ne voulons pas la guerre. 2, le camp adverse est le seul responsable de la guerre. 3, le chef de camp adverse est diabolisé, l'affreux de service. Le 4, nous défendons une cause noble et non des intérêts particuliers. 5, l'ennemi délibérément commet des atrocités, tandis que nos erreurs sont involontaires. 6, l'ennemi utilise des armes non autorisées. 7, nos pertes sont minimes, tandis que celles de l'ennemi sont considérables. 8, les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. 9, notre cause revêt un caractère sacré. 10, enfin, ceux et celles qui remettent en question notre propagande sont des traîtres. C'est hallucinant comment on peut dupliquer ça vraiment à tous les conflits récents. Alors, pour donner un peu de profondeur à cet extrait, ça n'est évidemment pas de moi, ces 10 points-là ont été énoncés par un politicien de très bon niveau, un politicien anglais à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et donc, qui s'est, je dirais, posé des questions sur la propagande de guerre alliée, entre guillemets, de son propre pays, de son propre camp, et qui a passé en revue, je dirais, tous les moyens qui avaient été utilisés dans la propagande. Et évidemment, tous ces points sont toujours d'actualité, c'est-à-dire que vous les retrouvez quasiment dans l'ordre, dans quasiment tous les conflits qu'on a jusqu'à ce jour et qui nous sont vendus... y compris en ce moment, et qui nous sont vendus par des acteurs de la guerre de quatrième génération. Ça fait penser un peu de ces films de Hollywood en disant tout ce qui vient d'être dit auparavant n'a absolument aucun rapport avec la réalité, bien évidemment, aucun. Deux points sur lesquels j'aimerais que vous nous fassiez un petit développement, Laurent Ozon, dans ce livre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Première édition, première émission. Qu'est-ce que vous appelez le stress vital ? Sous stress vital, il faut que les populations soient mises sous stress vital. Oui, alors comme tous les mammifères sociaux, les êtres humains sont, à certains moments de leur histoire, l'objet de stress vitaux qui résultent en fait de discontinuité ou de menaces réelles ou apparentes. C'est-à-dire sous la pression d'une menace, ou de la perception d'une menace plus exactement, qui peut être encore une fois réelle ou non, les populations enclenchent, et ça a été étudié notamment du point de vue de la cybernétique par un chercheur allemand qui s'appelle Heiner Mühlmann, déclenchent des phénomènes de convection, des phénomènes de synchronisation, des phénomènes de coopération approfondie en état de crise,
sous stress vital, des coopérations sous stress maximal, qui produisent un certain nombre d'effets et enclenchent en quelque sorte des phénomènes hallucinatoires collectifs, mais aussi manifestent en quelque sorte l'existence d'un collectif. Et donc elles sont vitales parce que si elles n'ont pas lieu, le groupe face à une menace réelle peut être effectivement le groupe disloqué, qui se pense comme tel. Encore faudrait-il savoir de quel groupe on parle, pourquoi, comment il se définit, etc. Le stress vital a un effet fondateur. C'est un peu la théorie de Moulman, un effet fondateur sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'il considère que ce soit sur le plan religieux ou que ce soit sur le plan social, civil, etc., que les crises, en quelque sorte, de stress vital, c'est-à-dire les coopérations sous stress vital, les mécanismes qui s'enclenchent dans ces moments-là sont fondateurs, c'est-à-dire, en quelque sorte, opèrent une sorte de recette culturelle, aussi bien du point de vue des institutions, des rites de synchronisation de la société à l'intérieur, et produisent des phénomènes assez caractéristiques dont on retrouve les traces assez fréquemment. Typiquement, ce qu'on appelle l'allélopathie, c'est-à-dire le partage de la souffrance, le fait que vous ressentez plus de souffrance pour des gens avec lesquels vous n'auriez pas forcément une intensification de la coopération entre les parties, des désignations de l'ennemi, on parle selon la terminologie habituelle de bouc émissaire, il s'agit plus exactement d'une désignation de la nécessité pour le groupe, en quelque sorte, de produire un récit simple sur lequel il puisse aligner l'ensemble des représentations. Et évidemment, cet ennemi va être assez rapidement chargé d'un certain nombre de caractéristiques assez peu raisonnables. Bon, c'est un phénomène de paranoïa collective, assez classique aussi. Donc un attentat, par exemple, bien orchestré. En fait, toute peur collective, c'est-à-dire tout choc produit dans une société, à certains moments, et je dirais propagé correctement derrière, parce que vous pouvez, lorsque c'est, enfin vous le savez, il y a des morts qui n'en valent pas d'autres. La question, je parle pas de mon point de vue, je parle du point de vue des médias. Il y a des morts qui disparaissent, qu'il faut banaliser, remettre en situation, contextualiser, rationaliser, ne pas systématiser, ne pas amalgamer, bref. Et puis il y a tous les autres, et puis il y a les morts qui sont énormes, qui sont sacrés, qui remettent en question notre essence, notre civilisation, la laïcité, l'humanité, la lumière en quelque sorte. Donc et là, vous vous retrouvez effectivement avec des morts et aussi des vies qui n'ont plus du tout la même valeur. Et évidemment, on peut dire que ce processus est un processus intentionnel quand on est dans l'ordre de la propagande, mais il reprend, pour qu'on comprenne comment il est mobilisé, comment il est efficace, il reprend des dispositions naturelles, entre guillemets, chez les mammifères sociaux qui touchent en quelque sorte à ce que la cybernétique a étudié, notamment les phénomènes de coopération sous stress vital ou sous stress maximal, que j'évoque très rapidement dans cet article. Absolument. Merci Laurent Ozan, c'est fabuleusement intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Franck. Oui, c'est pour ça que moi j'avais pris l'initiative de contacter Laurent Ozan pour participer à la revue, parce que moi je le suis effectivement sur ses différents travaux, notamment écologiques, comme il avait dit au début, et puis sur l'aspect technosciences, médias. Donc en fait il a la capacité de traiter différents dossiers comme ça, et d'aller vraiment dans le fond, et surtout ce genre de sujet c'est vachement important pour pouvoir un peu démonter ce qu'on peut entendre dans les médias, sachant que les médias font la médiation entre tout ce qu'on appréhende aujourd'hui. Ce sont les médias qui nous donnent l'opinion, et toutes les personnes en fait dans le monde ont des opinions dictées par les médias tout simplement. Et les médias, il y a des enjeux de pouvoir derrière, il y a des stratégies de manipulation. Et c'est très très important à mon avis à dédramatiser puis à rationaliser, comme on peut le faire notamment dans la revue ou dans les travaux de Laurent Ozan. Merci Franck. Le cas Laurent Ozan, je me retourne vers vous. En quelques mots, si c'est tenté que ce soit possible, nous parler aussi du cas particulier du spin. Ah oui, le spin, c'est un acteur. C'est un acteur de la guerre de 4e génération. C'est ce qu'on appelle aussi spin doctor ou spin, etc. Bref, c'est un mercenaire, en quelque sorte, de la guerre de 4e génération. C'est un stratège de la guerre de 4e génération. C'est aussi quelqu'un qui est capable de mobiliser des moyens civils, des entreprises, des moyens financiers, et qui est capable de créer des mouvements d'opinion. Vous avez un film qui est très bien là-dessus, sur les spins. C'est ce fameux film avec Dustin Hoffman, qui raconte de façon à peine caricaturale comment un gouvernement, dans le cadre d'un processus électoral, va produire une guerre quelque part dans un pays producteur de pétrole,
en inventant des crimes horribles de façon à produire un effet de coopération sous stress vital, ou en tout cas un effet d'hystérisation lié à la perception d'un stress vital, temporaire bien évidemment. Et là, on a typiquement le rôle du spin, puisque le rôle que joue Dustin Hoffman dans ce film-là, c'est le rôle du spin. Il y a des entreprises qui sont payées pour faire ça, les entreprises de relations publiques. Alors oui, la caricature de ce film-là, c'est de montrer que c'est une sorte de bonhomme tout seul, une sorte de petit génie tout seul qui imagine tout ça. Dans la réalité, il y a des entreprises de com spécialisées, avec des départements d'activités spécialisés qui sont chargés, en quelque sorte, de penser, d'organiser, de produire les discours, de produire le narratif, et jusqu'à, je dirais aussi, de produire les événements parfois. Alors, justement, dans ces acteurs particuliers, un cas particulier, ça m'a surpris, j'étais naïf encore sur ce point, donc l'article de Laurent Ozon, l'Occident collectif perdra-t-il la guerre de 4e génération, dans la revue Géopolitique profonde, le cas de la corruption. Alors moi je me disais, la corruption, au contraire, c'est pour dénoncer ce monde absolument pourri dans lequel nous vivons. Ah ben non, pas du tout. La corruption, c'est utilisé par le système pour discréditer qui on a envie de discréditer. Oui, disons que c'est un encart d'une certaine façon dans cet article, parce que c'est un exemple, si vous voulez. Mais quand même éloquent. Mais on peut le faire avec n'importe quoi. On peut le faire avec la santé, on peut le faire avec on peut le faire avec beaucoup de choses, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible d'impacter les représentations collectives. Et donc, il n'y a absolument aucun terrain neutre dans les guerres de 4e génération. Vous êtes, sans le savoir, un acteur de cette guerre de 4e génération. Et donc, la question, par exemple... Donc, vous pouvez être amené finalement à attaquer une organisation pour corruption. Vous ne vous rendez même pas compte, en fait, que vous rendez service à des personnes... Oui, parce que la catégorisation de la corruption se fait selon des standards occidentaux, standards occidentaux qui considèrent que le lobbying n'est pas une activité de corruption. Oui, et puis le bac chiche, c'est très mauvais. Le bac chiche, c'est de la corruption. C'est l'équivalent de la différence entre la guerre de 1e, 2e génération et la guerre de 4e, d'une certaine façon, dans le domaine de la corruption. Absolument. Nous sommes passés maîtres dans l'institutionnalisation, la rationalisation et la marchandisation de la corruption. Et donc, nous ne considérons plus ça comme de la corruption, comme d'ailleurs le trafic de drogue a été un temps... On a évoqué la possibilité de faire entrer le trafic de drogue dans le calcul du PIB mondial. Ou l'abut de bien social, Sarkozy, à une époque, disait... Ou la prostitution... etc. Donc la question ne se pose plus sur le plan de l'utilité ou des effets que produisent les activités sur le bien-être ou l'équilibre général de la société. Elle ne se pose qu'en termes de budget, d'une certaine façon. Et donc si vous faites rentrer la corruption dans, je dirais, les institutions de façon officielle, en lui donnant une puissance, en fait, en l'organisant, en la rationalisant, en l'organisant, vous pouvez continuer à organiser, à penser le monde selon la bonne vieille méthode, je dirais, orwellienne, entre les gentils et les méchants, c'est-à-dire les gens qui font de la corruption à l'ancienne, vous savez, le bac chiche. Là où il n'y a plus de contrôle. Voilà. Et puis, de l'autre côté, les démocraties vertueuses et absolument et honnêtes, dans lesquelles la corruption n'existe plus, elle n'existe d'autant plus qu'elle fait partie même du système. Et que donc, vendre la France à la découpe, ça ne rapporte rien, on le sait bien. Et on a vu que récemment dans l'Union européenne, qui est le cœur du lobbying mondial avec Washington et compagnie, il y a quand même eu des bacs chiches directement avec des valises de billets récemment. Donc on voit que les deux mondes, en fait, il y a encore du bac chiche. Oui, il y a complètement. Le vieil homme reste toujours un petit peu. Mais ça sera certainement ma question finale justement. C'est ceux qui sont encore dans une guerre de 2e ou 3e génération face à ceux de la 4e. C'est la dernière question. Mais avant. Je sais que vous avez peu de temps et j'ai encore 2 questions. Il doit y aller, Laurent. C'est vraiment sa dernière question. Alors, les 2 questions en une. Qui fait froid dans le dos, vous écrivez « Quand l'État privatisé mène une guerre contre son propre peuple », alors là on y est. Et le deuxième, mais après moi sinon je développerai pour vous, c'est « Est-ce que la guerre de 4e génération pourrait se retourner un jour contre ses auteurs ?» Alors, c'est une vaste question. Je sais. Alors, la guerre de 4e génération provoque, d'une façon générale, brouille complètement le repère entre les acteurs du conflit, les objectifs du conflit, etc. Si la population devient le moyen par lequel on affaiblit la puissance de l'État, elle produit tellement bien son rôle qu'elle finit, en quelque sorte, par être aussi exercée par des intérêts privés. En clair,
on s'est posé la question des moyens de la guerre de quatrième génération, mais pas des commanditaires de la guerre de quatrième génération. Alors, dans la modernité politique, c'est l'État qui désigne l'ennemi, c'est l'État qui mobilise les moyens, etc., etc. Et dans la guerre de quatrième génération, il arrive à un moment précisément où l'État lui-même est toujours une cible, mais n'est plus simplement la cible d'autres États, il est la cible d'intérêts privés. Et évidemment, le processus, je dirais le contournement du processus démocratique et de souveraineté des États est un des moyens de la guerre de quatrième génération, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les intérêts privés mènent des guerres de quatrième génération. Les puissances financières nous livrent une guerre de quatrième génération. D'autres puissances économiques et politiques nous livrent des guerres de quatrième génération. Et donc nous sommes effectivement à une époque où il n'y a pas la distinction, je suis obligé d'aller très très vite, la distinction entre combattants et combattants se fait aussi du point de vue des commanditaires, entre ceux qui font la guerre et ceux qui ne la font pas. Des spins font des guerres de quatrième génération et décident de guerres de quatrième génération, mènent des stratégies de quatrième génération à la demande d'intérêts privés, ça fait absolument aucun doute. Au sein même d'États qui normalement... qui peuvent être, alors parfois au sein même des États, et parfois... en accompagnant des États parce que la stratégie décidée par les États leur convient, ou parfois en contrariant des États parce que la stratégie de leurs États ne leur convient pas. Donc, se couvre, et c'est l'objet de l'article en fait, se couvre la question de la guerre de quatrième génération, c'est la transformation, parce qu'il faut comprendre que tout ça, le passage d'une guerre à l'autre, c'est toujours le résultat d'un processus technique, mais la guerre a un potentiel, pas simplement pour les questions cybernétiques que j'évoquais tout à l'heure, la guerre a un potentiel de transformation énorme sur la façon dont fonctionnent les sociétés dans notre histoire. Quand vous repensez en fait à ces hoplites qui marchaient en ligne les uns à côté des autres, au son d'un tambour, synchronisés, avec un casque qui limitait leur champ de vision, et où on mettait en ligne les uns derrière les autres, le frère, le oncle, le père, etc., pour que le soldat ne quitte pas le champ de bataille, etc., etc., cette technique de la phalange a une importance politique considérable dans notre histoire, dans l'histoire de l'Europe, parce qu'elle introduisait, elle utilisait pour la première fois le forçage coopératif, c'est-à-dire la façon dont les États sont capables de forcer les coopérations et d'obliger en quelque sorte des hommes à jouer leur vie pour le collectif. Et nous sommes toujours à cette période-là. Les choses n'ont pas changé, simplement les acteurs sont beaucoup plus nombreux. Ça ne veut pas dire que c'est un bordel gigantesque dans lequel on n'y comprend plus rien. La guerre de tous contre tous, non ? Oui, c'est un peu ça, sauf que tous, plus ou moins, on va dire, selon les moyens dont vous disposez, sont, etc. C'est pour ça qu'on est tous, je dirais, un peu estomaqués. Une guerre permanente en plus. C'est un état de guerre permanente, mais c'est un état aussi dans lequel, quand la guerre est permanente, elle n'est plus nulle part non plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je dirais, on devient incapable de penser la guerre normale, entre guillemets, c'est-à-dire les trois premières guerres dans l'histoire des guerres, on va dire, des guerres symétriques. Et c'est peut-être, je répondrai à votre deuxième question et votre dernière question comme ça. Est-ce que ça peut se retourner contre ces auteurs ? Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver à l'Occident collectif, c'est-à-dire à ceux qui ont cherché par l'Ukraine et qui ont gagné une guerre de quatrième génération en Ukraine, puisqu'on a bien effectivement pris l'ascendant, l'Occident a bien pris l'ascendant psychologique. Ah oui, c'est un affreux personnage, il mange même des enfants. La guerre de quatrième génération a été gagnée par l'Occident en Ukraine, mais elle est en train de perdre une guerre de deuxième génération face à la Russie. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que en nous spécialisant, en devenant des sociétés de guerre de quatrième génération, nous avons perdu nos moyens, nos capacités. Quand je dis nous, c'est pas nous, soyons bien clairs. Les États dits occidentaux et l'État occidental central, les États-Unis en particulier, ont en même temps délesté considérablement leur possibilité de faire face à des guerres de deuxième génération. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer sur le front entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire, la Russie capable parfaitement de comprendre et de pratiquer la guerre de quatrième génération, ne les prenons pas pour des imbéciles, sont revenus 2 générations de guerre en arrière, en quelque sorte, pour nous, en quelque sorte, pour contraindre les nations occidentales à une guerre industrielle, de production industrielle, à laquelle ils n'étaient plus préparés. Et c'est ce qui est en train de basculer là-bas, précisément. C'est la leçon stratégique, en quelque sorte, que donne Poutine à l'OTAN. Et je suis obligé de vous quitter là-dessus. Eh bien oui, mais alors, pour terminer, parce qu'on pourrait dire, oui, Laurent Ozon, Radio Courtoisie, Géopolitique Profonde, on raconte n'importe quoi. Il y en a un qui donne totalement raison à tout ce que vous venez de dire, Laurent Ozon. Il l'a dit pas plus
plus tard qu'hier, c'est le général Zaloujny. Oui. C'est-à-dire le chef d'état-major, justement, de cette pointe occidentale, qui a dit hier, la grosse contre-attaque, ce ne sera même pas une petite contre-attaque, mais en plus de ça, il nous faut plus de technologie, plus d'avancées techniques. Il a exactement expliqué dans son interview ce que vous venez d'expliquer, Laurent Ozon. J'en suis ravi. Chapeau bas. Moi, je dis chapeau bas. Et puis merci. Merci Laurent. Je pense que vous serez un bon client de ce libre journal à l'avenir. Merci. À très bientôt, merci. À très bientôt, Laurent Ozon. Eh bien, nous restons ensemble avec Lara, Stam et puis vous, Franck Pengam. Peut-être revenir, avant de parler de géopolitique profonde, de sa fondation. Finalement, vous êtes un trentenaire, je disais, je fais maintenant partie de votre équipe, j'ai un quinquagénaire chez les trentenaires. C'est évident, un peu de botox, je dirais la perruque de Brigitte. On accepte les blonds de plus de 50 ans, ne vous inquiétez pas. Bon, formidable. Vous êtes d'une génération, vous avez un peu plus ou un peu moins de 30 ans. J'ai 32 ans. 32 ans. L'âge du Christ, c'est ça. Au mauvais moment. Bon, je ne vous souhaite pas. Pas tout de suite. Donc, vous êtes une génération, finalement, qui n'a pas connu la guerre. En tout cas, les guerres telles que Laurent Ozon nous les a expliquées, première, deuxième, troisième génération, et dont on nous dit, finalement, c'est une guerre permanente aujourd'hui, de tous contre tous, et parce qu'elle est partout, elle est nulle part. Comment vous appréhendez justement, est-ce qu'il y a une vision particulière qui justifie, qui explique d'ailleurs la fondation de géopolitique profonde, parce que vous avez voulu, dans le cadre de votre génération, essayer de voir un peu au-delà du miroir des apparences? Oui, effectivement, ça va dépendre des gens, évidemment dans ma génération. Il y a des gens qui vont consommer énormément d'informations, et puis moi c'était le cas quand j'étais très jeune, j'ai consommé énormément d'informations sur Internet très très jeune, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fondé Géopolitique Profonde, parce que je voulais en faire quelque chose de cette information. Tout simplement. Pour ne pas juste la recevoir, il faut aussi à un moment la transformer, l'utiliser et la convertir dans la réalité matérielle, la réalité tangible. C'est très important parce que si on ne fait qu'écouter de l'information, ça ne sert à rien. Surtout en cette période, comme l'a très bien dit Laurent Ozon, où on militarise complètement les esprits. Et ça, c'est très subtil. Et la plupart des gens n'en sont pas conscients. Quand il y a un acte terroriste ou quand il y a une guerre X ou Y à l'étranger, les gens recrachent la propagande ou la doxa générale sans comprendre que derrière les enjeux sont multiples et qui participent directement à un camp ou à un autre sans en comprendre les intérêts. Et derrière, en général, en plus, contre les populations, on travaille nous-mêmes contre nos intérêts en recrachant tout simplement la propagande. Vous parlez de géostratégie, de géopolitique, mais voilà, je le dis, c'est paradoxal parce que, vous direz, ma génération, c'est pareil. Hein. Mais nous n'avons pas connu ces guerres, mais qui étaient des guerres conventionnelles, mais qui étaient quand même aussi des guerres au réel. Est-ce que finalement on ne gagne pas quelque chose, à moins que ça ne se termine vraiment très mal, et qu'il n'y ait pas de décalage entre tout va bien et tout d'un coup ça va très mal, on ne sait pas. C'est les fameuses théories de collapsologie aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression, on fait peur, on dit les gens, oui, bon d'accord. Vous savez, l'argument de Macron, c'est toujours le même. C'est de dire, vous vous excitez, vous dites c'est une horreur, nous sommes une dictature, une tyrannie, un régime totalitaire. Enfin bon, écoutez, vous pouvez encore raconter ce que vous voulez. Où est le problème? Vous vivez encore de façon extrêmement décente en Europe, certainement mieux que dans certains recoins, même si ça se discute, de la Russie, de l'Ukraine. Du Nord-Caucase. Oui, c'est un vrai paradoxe. Ouais. Mais c'est un argument fort qu'il nous objecte. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais c'est vrai parce que on est dans des sociétés de confort ultime. On n'a jamais connu un tel niveau de vie, un tel cadre de vie. En plus, avec la technologie, c'est absolument incroyable. Et de nous dire qu'aujourd'hui, on doit se militariser pour justement soutenir un tel camp ou un autre, c'est quand même assez compliqué aujourd'hui de l'appréhender. Et en tant que personne de ma génération, par exemple, on doit se demander, quel est notre rôle dans cette situation? Est-ce qu'on doit l'ignorer complètement et faire nos vies tout simplement, ou alors est-ce qu'on doit agir pour essayer de décrypter tout ça et pouvoir peut-être proposer une alternative? Parce qu'éventuellement, ça pourrait peut-être mal finir. Oui, c'est ça le problème, parce que c'est ce que disait très très bien Laurent Ozon. On a le narratif, la communication, le marketing, la propagande de guerre est beaucoup plus puissante. La fiction est plus puissante que la réalité. C'est pour ça qu'on dit que l'Ukraine a gagné, alors qu'en fait, dans les faits, la guerre matérielle
est faite et puis est probablement gagnée par la Russie en fait. Mais la narration a dépassé totalement la réalité. Et Alors, ça, c'est essentiel. Voilà. Là, c'est Ça essentiel. dépasse le mur du son ou le mur de la lumière. Et le retour à la réalité, le retour à la réalité fait très très mal. Donc effectivement, si la guerre s'étend en Europe, au cœur même de l'Europe, qui est quand même le continent de toutes les guerres mondiales et de toutes les guerres en général, ou en tout cas des grandes guerres les plus sanglantes, là ça va être un vrai problème. Est-ce que vous craignez pas précipiter cette chute? Vous savez, l'Occident, il me fait penser un peu à ce personnage de bande dessinée, même de dessin animé plutôt, Woody Woodpecker. Woody Woodpecker, il court, et puis à un moment donné, il est plus au bord de la falaise. Il a déjà franchi largement la falaise, mais étant donné qu'il court, et c'est seulement au moment où il voit... c'est pas qu'il s'arrête. Au dernier moment. Il voit tout d'un coup. C'est-à-dire que ceux qui montrent justement la situation en disant c'est plus tenable, au moment où il voit qu'en fait il a les deux pieds dans le précipice, c'est à ce moment-là qu'il chute. Un petit peu aussi le fameux Zabinov de l'Empereur. C'est un peu le même récit qui est fait. Est-ce qu'à montrer comme ça, est-ce que c'est pas d'ailleurs souhaité, est-ce que justement dans les guerres de 4e génération, à dénoncer les choses, on n'est pas acteur sans le savoir de notre propre destruction? C'est ce qui est le plus diabolique. Vaste question, mais dans une perspective vraiment historique, on peut dire que c'est la fin, mais la fin, elle peut arriver dans très longtemps, en fait. C'est ça le problème. Donc elle peut arriver demain, elle peut arriver dans 10 ans, elle peut arriver dans 50 ans. Comme disait Muret, la fin du monde est retardée à une date antérieure. Et c'est tout le problème. On peut pas, malgré toute la prospective qu'on essaie de faire, on ne peut pas, absolument pas anticiper les choses, que ce soit la crise économique, que ce soit les crises civilisationnelles, guerrières. En fait, la fin peut arriver n'importe quand. Et sachant qu'il y a toujours une fin. Il y a un début, il y a une fin. Alors ça sera peut-être des raisons financières, on va en parler après. Lara. Alors, moi, je voulais revenir sur justement cette remarque de Macron sur la génération et la différence entre vos deux générations. Ce n'est pas tant le confort de vie matériel et réel, oui, c'est bon, les perspectives, bien dans Nicolas. C'est les perspectives. Ah, vous voulez dire qu'à mon âge, j'ai plus de perspectives? Non, c'est pas ça. Ah, bah, quand vous étiez trentenaire, vous aviez des perspectives. C'est-à-dire, votre seule référence n'était pas que vous viviez mieux que les pays du tiers-monde, mais que vous aviez dans votre vie réelle des perspectives d'avancement, de carrière, d'évolution, etc. Ce que n'ont plus ces gens de 30 ans aujourd'hui. Ils ont cette seule référence de dire « je vais mieux que ailleurs ». Mais c'est pas suffisant pour avancer. Ça dépend des gens, parce que moi, par exemple, je suis pas du tout dans cette perspective, vous l'avez compris, mais la plupart des gens de ma génération, peut-être qu'ils sont dans cette perspective. Mais vous êtes partis aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, en fait, je veux absolument évoluer, croître, et je suis ambitieux. Et ça, c'est vrai que ça se perd un peu. Et quand on est ambitieux en France, c'est quand même très compliqué de discuter avec les gens. Exactement. Et de croître même dans cet espace, qu'il soit économique. Entre vos générations. Oui, c'est ça. Surtout, mais l'environnement, le bain culturel n'est absolument pas adapté à ce genre de choses. On sent vraiment qu'il y a une crise civilisationnelle, de toute façon elle est profonde, et on sent vraiment que les gens ne vont pas bien. Et d'ailleurs, Laurent Ozon en parle dans un de ses articles sur les opiacés, la dépression collective, l'effet tout simplement des situations. Une société de psychotropes généralisée. Il se passe vraiment quelque chose et les gens, en fait, n'ont plus envie d'avancer, se laissent aller et tout simplement veulent avoir leur petite vie. Voilà, en fait, c'est ça. Mais suite à la crise sanitaire en particulier. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que si on donne la majorité des choses, c'est-à-dire un peu d'argent, un peu de confort matériel, etc., les gens se satisfassent de ça. Oui. Et ça suffit pour la plupart des gens. Mais pour revenir à, par exemple, Elon Musk a récemment déclaré que bientôt on va pouvoir travailler que pour son plaisir personnel. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, voilà, c'est ça ? Grâce à l'intelligence artificielle. On nous dit qu'on va perdre des millions d'emplois surtout. Oui. Et donc en fait, est-ce que cette génération de trentenaires aujourd'hui, si on lui laisse tout le confort de la vie quotidienne, est-ce qu'elle aura encore la capacité de travailler pour le plaisir personnel ? C'est ça, j'ai un doute là-dessus. Ça va dépendre, encore une fois, du niveau d'éducation des personnes en question, quoi. Les personnes qui peuvent avoir un travail qui leur plaît, pouvoir aller au bureau tous les jours, ou dans l'atelier, ça devient de plus en plus rare, effectivement. Et puis, l'intelligence artificielle remet quand même pas mal de choses en question, que ce soit dans les professions intellectuelles ou des strates, des classes moyennes. Donc oui, l'IA va changer pas mal de choses. Et puis
Est-ce que les gens sont heureux en allant au travail aujourd'hui? Effectivement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On revient à la crise des opiacés, on regarde les ravages aux États-Unis. C'est quand même quand C'est on met aujourd'hui antidouleurs, des antidouleurs. les antidouleurs, mais quand on met aujourd'hui toute la responsabilité sur les laboratoires, bien qu'ils soient bel et bien responsables de ce qui arrive, ça j'en doute nullement, mais toute la responsabilité est mise sur les labos, alors qu'en réalité, il y a quand même le libre arbitre qui a été complètement anéanti chez ces populations, et ils sont plus du tout capables de juger par eux-mêmes. Quand on leur dit c'est dangereux, c'est dangereux. Ouais. C'est pas parce que le médecin a prescrit que tu dois le prendre. Il y a un problème également, c'est qu'on vit quand même, donc il y a différents niveaux de crise. C'est ça le souci, c'est qu'on a une crise civilisationnelle, on a également une crise économique et financière. Donc en fait, les personnes aujourd'hui qui travaillent gagnent de moins en moins, ou alors, avec le phénomène inflationniste, tout simplement, n'ont plus les moyens de joindre les deux bouts. Et ça, c'est un gros problème. Donc ça a commencé avec les Gilets jaunes, mais là, ça touche même des personnes qui sont censées gagner plus que les Gilets jaunes. Qui ont fait des études, oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, avec 2000 € dans une grande ville, on ne peut rien faire, en fait. Et si on est célibataire, ça passe, mais dès qu'on a une copine, une famille, etc., c'est pas possible, en fait. Et ça, c'est vraiment la réalité tangible. Et c'est pour ça que Marine Le Pen, par exemple, fait d'aussi bons scores. C'est parce que son discours est axé sur ça. Et axé sur ce phénomène socio-économique. De déclassement. Tout simplement. Et les gens s'en rendent compte, même des personnes qui ont fait des bacs +5 en droit, etc. En plus, le droit, c'est vraiment le domaine qui va se faire complètement détruire par l'IA. Aujourd'hui, avec un bac +5 dans des secteurs qu'on nous a vendus en plus à l'époque, comme quoi c'était des secteurs vraiment avec plein de possibilités où on allait gagner beaucoup d'argent, mais en fait, aujourd'hui, c'est complètement terminé. Alors, Franck Pengam, il me reste 3 questions, puisqu'on a couru après le temps durant cette émission. Au moins, j'espère que les auditeurs ne se sont pas ennuyés. C'est la grande première. Voilà. 3 questions pour terminer, Franck Pengam. La première, est-ce que finalement, moi j'appelle ça la fin des temps, c'est vrai que ça s'appelle la revue de presse la fin des temps, d'autres parlent de fin du monde. Très joli nom. Est-ce que on pourrait imaginer que le clap de fin, s'il y a un clap de fin, ce qui pourrait sonner, alors là dans les visions d'ailleurs apocalyptiques, entre autres de Saint Jean, c'est-à-dire un effondrement financier, et qui explique pourquoi aussi votre revue de géopolitique profonde, et vous avez cet attrait, votre génération a cet attrait sur les questions justement financières. Donc moi je crois pas à ce fameux effondrement financier, c'est un terme beaucoup trop fort. Dans la vie financière comme dans la vie tout court, en fait il y a des chutes, il y a des cracks, il y a des remises en question, et en général c'est pour repartir en fait d'un bon point. Donc en fait il peut y avoir des resets dans le milieu financier, que ce soit dans l'immobilier, quand le marché monte comme on le voit en France, et au bout d'un moment il y a une correction en fait. Donc il faut pas avoir peur. Voilà, comme dirait l'autre. Comme vous aimez à le rappeler. Il ne faut pas avoir peur, et de toute façon c'est absolument imprévisible. Ce qu'il faut faire, c'est une batterie de scénarios, 4 ou 5 scénarios sur différentes possibilités économiques, la crise, la croissance, la déflation, l'inflation. On établit des scénarios pour tout ça, et puis on cherche des solutions pour chacun des scénarios. Comme ça, en fait, on est serein, quoi qu'il se passe, en théorie, parce que, évidemment, il y a ce qu'on appelle le signe noir ensuite. Ça peut arriver pour les guerres, et ça peut arriver également en finance. Eh bien, il y a des moments dans la vie comme ça qui sont absolument inanticipables. Et à ce moment-là, c'est en fonction de ce qu'on a préparé avant qu'on va pouvoir réagir plus ou moins, mais là, ce sera une situation de stress total. Et donc, mais il faut s'y préparer comme le reste. Et j'annonce tout de suite pour les auditeurs que la semaine prochaine, puisqu'on plante actuellement le décor de cette émission, qui est une émission tous les samedis de 9h à 10h30, en direct. On essaiera en tout cas de tenir toujours ce direct, oui, et de répondre aux questions. Vos questions, si vous avez envoyé les questions, nous y répondrons avec Lara la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, en plus de la revue de presse, nous allons inviter des financiers. Qui travaille d'ailleurs avec Géopolitique Profonde sur ces thématiques-là. Alors, puisqu'il reste peu de temps, une question quand même que je pose toujours. J'ai appris à Sciences Po il y a bien longtemps. Les professeurs me disaient toujours « Oui, mais l'information, ça coûte beaucoup plus cher que ça ne rapporte. » Vous, en tant que chef d'entreprise, si vous êtes lancé dans l'information, vous faites mentir cet adage? Alors, vous parlez des médias, des journaux, c'est ça? Oui, l'information en tant que telle, la production de l'information, ça coûte souvent plus cher que ça ne rapporte. Alors, il faut être c'est une loi d'airain. Oui, il faut être un peu malin. Donc, effectivement, quand on regarde les grands médias, sur le plan comptable, ils sont absolument déficitaires, alors que des multimillionnaires, voire des milliardaires... Ils ne sont pas indépendants. Voilà, c'est ça. Et surtout, voilà, il y a des personnes très, très puissantes qui se sont distinguées dans la société parce qu'ils ont réussi à faire du profit.
et ils acquièrent financièrement des sociétés complètement déficitaires. Donc il y a une raison évidemment derrière. C'est pourquoi. Enfin, donc nous sur Radio Courtoisie, on n'a pas ce problème parce qu'on a des dons, on a des donateurs généreux. Merci aux donateurs. Sinon... Donc voilà, sur l'aspect comptable, pour tenir un média, c'est très très compliqué, surtout quand on fait des émissions régulièrement en 24 heures sur 24, vous êtes etc. sur YouTube, il vient, pardon, oui, même ça, j'ai du mal. Il vient juste après nous, on le salue d'ailleurs, il n'aura rien à manger, c'est terminé maintenant, hein, c'est le dimanche, on va revenir le dimanche, Mike Borowski, pour déjeuner à l'œil. Mais c'est un de vos animateurs principaux. Voilà, c'est ça, Mike Borowski travaille avec nous depuis 1 an maintenant, et donc effectivement, moi j'ai pu par exemple contacter Mike et l'embaucher pour Géopolitique Profonde, parce que j'ai un modèle économique particulier. C'est-à-dire que moi, je vends des livres, des revues et des formations. Et grâce à Internet, aujourd'hui, on peut vendre des choses numériques. Et grâce à ça, on a un nouveau modèle qui permet en fait de construire un média et de le rendre en fait tout simplement profitable pour pouvoir tout simplement avancer, croître et avoir des projets. Merci Franck Pengam, et puis plein de projets. Je pense que vous viendrez nous faire un petit coucou prochainement, donc on pourra continuer cette discussion. Merci Franck Pengam, merci à Laurent Ozon, merci beaucoup Lara de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci Nicolas, merci Stéphane. Merci chers auditeurs, merci à Stéphane, et chers auditeurs, à la semaine prochaine. Vous venez d'entendre le libre journal de Géopolitique Profonde dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 4 novembre 2023 de 9h à 10h30 et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.